Bonsoir à toutes et à tous, et puis bienvenue à cet événement qu'on réalise en mixte depuis la Maison des Ponts qui nous accueille ce soir pour traiter un des thèmes qu'on traite chez Alumni for the Planet. Finalement, pas assez qu'il faudrait, puisque c'est le thème de la biodiversité. On traite beaucoup des questions climatiques, et cependant, quand il s'agit des grands enjeux environnementaux qui nous attendent, des grands défis, eh bien, en fait, le vivant, la préservation du vivant est au cœur des enjeux. Et le climat lui-même est un des déterminants du vivant, non des moindres. Mais finalement, c'est vraiment le vivant qui est autour de nous, d'où l'importance de la présentation de ce soir. Alors, nous allons dérouler, je dirais, un quart d'heure, un premier quart d'heure pour se présenter chacun, tous les intervenants. Donc là, je suis le seul à l'écran pour le moment et on va venir les uns après les autres. Et puis, on va avoir une présentation qui est de grande qualité par un des experts vraiment sur le sujet qui est membre de notre conseil scientifique. Et puis, je dirais le cœur, c'est-à-dire le témoignage. Alors, pour commencer, une présentation très rapide d'Alumni for the Planet. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà, et donc je fais vraiment très très rapidement, puisque webinaire après webinaire, on présente. Donc c'est une initiative qu'on a eue entièrement bénévole, totalement apolitique, non militante, d'intérêt général pour pouvoir aider les diplômés de l'enseignement supérieur, c'est vraiment la cible, à agir concrètement là où ils sont, c'est-à-dire dans l'entreprise, pour répondre aux grands enjeux environnementaux, notamment climatiques, mais pas que, qui nous attendent au cours du 21e siècle. Et en fait, en apportant un soutien concret, donc déjà en étant bien encadrés nous-mêmes, c'est-à-dire d'avoir des parrains de qualité, dont Valérie Masson-Delmotte, qui est elle-même membre du GIEC, et de grands organismes qui nous soutiennent. Je cite juste, entre autres, pour passer rapidement, le ministère de la Transition écologique, l'ADEME, mais vous les voyez qui apparaissent. Près de 130 associations d'alumni qui nous ont rejoints pour vraiment nous apporter tout leur soutien, et également un conseil scientifique de 10 experts sur les grandes questions environnementales, climat, environnement, et qui notamment nous permettent d'apporter une information de grande qualité dans tout ce que l'on réunit, ce qu'on peut voir sur la diapositive suivante. En fait, qu'est-ce que l'on fait en 3 mots? C'est de pouvoir informer. Et donc, vous avez des tas d'informations qui sont disponibles en ligne. Toutes ne se valent pas. Et entre autres, le fait d'avoir un conseil scientifique est garant de toute l'information que l'on vous met à disposition sur notre portail en ligne. Et c'est également de connecter. Il y a maintenant presque 5000 alumni engagés. Vous pouvez, si vous n'êtes pas encore et que vous assistez, le faire. Ça ne prend que 2 minutes et c'est entièrement gratuit sur notre site. Et en fait, vous vous renseignez entre autres où vous vivez, dans quelle ville, de quelle école vous êtes issu et dans quelle entreprise vous travaillez. Alors, ce n'est pas un site de réseautage général. Ça vous permet uniquement de vous connecter en fonction de là où vous pouvez agir avec des personnes que vous connaissez. Si vous vivez dans la même ville et que vous êtes engagé, puisque vous vous reconnaissez par la marque Alumni for the Planet, vous pouvez vous connecter et si vous avez un projet dans la ville, vous pouvez y aller. Si vous êtes issu de la même école, lancez une initiative au sein de l'école. Si vous êtes dans l'entreprise, lancez une initiative d'entreprise, commencez à en parler. Et bien sûr, on accompagne, c'est la troisième action, avec toutes les idées qui peuvent être présentées, les idées d'action, les organismes de ressources, et surtout le témoignage. La force, c'est déjà de présenter, d'avoir l'effet boule de neige entraînement de personnes qui ont déjà agi dans leur entreprise, qui montrent comment ils ont fait pour donner les clés à ceux qui ont envie d'agir et voir un petit peu les ficelles, les rouages pour pouvoir à leur tour transposer à leur cas particulier et pouvoir agir. Que ce soit des témoignages écrits qui sont déposés sur notre site ou, comme on le fait ce soir, faisant venir des personnes qui témoignent de leur action de vive voix. Dans un des principaux types de webinaires que l'on fait, on a 2 catégories. C'est celui qui est inspiré le passage à l'action. Donc, c'est vraiment présenter quelqu'un qui a agi dans son entreprise. Entre autres, ce soir, Alexandre Panel chez les laboratoires Pierre Fabre sur les questions de la biodiversité. Et à chaque fois, il y a un thème comme ça pour vraiment identifier les clés, comment c'est venu, comment ça a été lancé, comment les difficultés ont pu être dépassées. Et puis, pour aller au-delà, pour aller plus loin, une fois que l'inspiration est là, sur des thèmes, de pouvoir travailler avec des groupes de travail d'intelligence collective sur concrétiser l'action dans la durée. Et le suivi est là, c'est beaucoup plus personnalisé. J'ai déjà un peu trop parlé. Et comme nous avons 2 associations qui nous soutiennent, qui sont venues ce soir pour co-organiser cet événement, j'invite Camille à nous rejoindre
pour présenter Pont Alumni qui nous reçoit dans sa maison. À toi, Camille. Bonsoir à tous, mais merci beaucoup Florian pour cette introduction. Oui, effectivement, donc ce soir, la soirée est organisée à la Maison des Ponts, qui est à Paris, dans le 16e arrondissement, et qui est donc la maison qui accueille tous les alumni de l'école des Ponts et Chaussées. Je vais vous faire une rapide présentation de ce qu'est Pont Alumni, qui a pour mantra de cultiver les liens et de mobiliser la communauté internationale des ponts pour construire les mondes de demain. Bon, je vais essayer de détailler ça rapidement. Si tu veux bien, Florian. Voilà, on a réfléchi il y a 2 ans sur notre raison d'être et on est arrivé à cette diapositive suivante qui est en gros un réseau de femmes et d'hommes, un petit réseau puisque nous ne sommes que, entre guillemets, 20 000 diplômés à taille humaine, mais qui a justement, grâce à ça, une certaine agilité, un réseau international et experts qui sont tous donc dans des sujets, évidemment, qui sont enseignés à l'École des Ponts, au cœur des enjeux de la transition, avec en particulier, et vous le verrez dans la déclinaison des groupes professionnels qui sont organisés au sein de notre communauté, des groupes énergie, transport, ville, industrie, construction, et avec en filigrane, en transversal, toutes ces questions de transition écologique qui sont très importantes pour nous. Et voilà cette fameuse mission, donc cultiver les liens, cultiver le réseau des alumni qui, une fois sortis de l'école, continuent à travailler dans les mêmes secteurs d'activité, dans les mêmes pays, sur des sujets proches et qui peuvent éventuellement être amenés à collaborer. Et mobiliser la communauté mondiale des ponts pour construire les mondes de demain. En particulier, l'association est sollicitée, par exemple, en ce moment, par l'école qui souhaite associer le monde civil à ses réflexions sur la réforme du cursus des ingénieurs. Et pour Alumni, il y a toute sa place. Voilà, Florian, si tu veux bien passer. En termes de volume, donc il y a 15 200 diplômés qui sont, sur ces 15 200 diplômés, on a à peu près 57% de civils et le reste, enfin une grosse majorité ensuite de masters spécialisés, donc des postes post-master. Et à ces 15 200 diplômés, on ajoute les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, qui sont des Corpsar, les diplômés du MBA des ponts et environ 2000 étudiants qui sont encore à l'école, soit dans un cursus, soit dans un autre. Donc en tout, ça fait à peu près 20 000 diplômés qu'on peut adresser aujourd'hui et qui sont répartis en fonction de leur secteur d'activité, par exemple dans des groupes professionnels, peuvent être dans des groupes géographiques et internationaux, où on organise aussi des réunions et des activités au sein d'autres groupes, comme par exemple un groupe de parrains, un groupe, des groupes des promotions, etc., etc. Et donc, parmi tous ces groupes très actifs, le groupe Pont Transition écologique que Lionel représente ce soir et qui est particulièrement actif au sein d'Alumni for the Planet. Donc, Lionel, si tu veux commenter un petit peu. Oui, bonjour, merci Camille, merci Clément. Donc voilà, très rapidement, pour Transition écologique, c'est un groupe de près de 1700 membres qu'on a remis en place avec notamment Manuel Astier, Béatrice Périgot, fin 2020. Et simplement pour dire aussi qu'on est partenaire historique de Alumni for the Planet, puisque en décembre 2020, nous recevions Michel Salem-Sermané qui nous présentait aussi le début de cette démarche vraiment intéressante d'Alumni for the Planet. Et on a participé à plusieurs webinaires. Voilà, donc des conférences, des articles du groupe Pont Transition écologique depuis 2020. Une conférence qui a eu lieu il y a 2 jours, il y a le 2 février, et une autre dans 2 jours. Donc, on est évidemment impatient qu'il y ait de nouveaux membres et surtout contributeurs et actifs pour nous rejoindre et pour participer à ce collectif. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, Florian, juste pour revenir sur la slide précédente, mais c'est juste pour imprimer les rétines, comme je pense présentera Amanda tout à l'heure pour les agros, toutes les activités qu'on organise sont destinées à animer le réseau des alumni. Et autour de ça, on a plusieurs grosses thématiques, avec notamment gérer sa trajectoire professionnelle, dans laquelle il y a le service carrière, l'annuaire des diplômés, l'accompagnement personnalisé qu'on propose par
le mentoring, par exemple, et toutes les activités de networking dont font partie les conférences qui sont organisées comme celle de ce soir, où l'idée, bon, ce soir, on n'est pas très nombreux à la Maison des Ponts, mais l'idée, c'est quand même de mélanger, de faire un petit peu de crossover, de faire en sorte que les gens se rencontrent et élargissent leurs horizons. Voilà. Et on a évidemment toute la partie se tenir informé dans lesquelles on pourrait mettre par exemple la revue PAM pour Alumni Magazine, qu'on donc sort 4 numéros par an, où on fait des portraits d'alumni qui ont un sujet à développer autour d'un thème particulier comme l'hydrogène ou la transition écologique par exemple. Voilà, j'arrête de commenter cette slide et je termine avec Florian. Voilà, juste pour vous dire, la maison des ponts est très jolie. Ce soir, on n'en verra que l'intérieur, mais c'est une jolie maison dans laquelle, éventuellement, si vous avez des réunions à organiser, vous pouvez toujours nous contacter. On peut vous mettre à disposition des locaux. Et juste pour terminer aussi, on a une grosse activité autour des startups à Station F, puisqu'on a une trentaine de postes et on reçoit chaque année une quinzaine de startups qui ont besoin d'être incubées. Et là, je fais un appel à la communauté, que ce soit d'ailleurs les agros ou les ponts, à partir du moment où vous avez un projet de start-up et que vous êtes sur des sujets, notamment transition écologique, que vous souhaitez développer, vous pouvez vous adresser à nous. On a toujours des places à proposer. Et actuellement, on en a 2 d'ailleurs. Donc, si vous êtes agro, vous serez les bienvenus. Voilà, j'ai terminé et je vais passer la parole à Amanda. Eh bien, merci Camille, merci Lionel. Et voici à présent Amanda, puis Anne, donc Amanda Arminérez et Anne Gouillon, pour l'autre association parmi celles qui nous soutiennent, qui nous accompagnent ce soir, Donc, les agros. voilà, les agros. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je remercie beaucoup toutes les agros et les agrès qui se sont connectés, qui sont inscrits nombreux et nombreuses pour participer à cet événement. Et bien sûr, un remerciement particulier pour Alexandre, donc, qui est agro-reine, qui va représenter fièrement la voix des agros dans leur expertise, qui est très importante sur tout ce qui touche aux sciences du vivant. On en a parlé, on est quand même pas forcément les plus marketeurs, mais on est quand même très experts sur le sujet. Donc, j'espère, voilà, Alexandre, on compte sur toi. Donc, dire quelques mots sur le réseau des agros. Alors là, on est ce soir, Anne dira quelques mots sur le groupe Agro Durable. Donc, on est sur un événement Agro Durable qui est le groupe, voilà, un des groupes professionnels de la Fédération Uniagro. Donc, pour vous dire que c'est pas une assoce d'alumni en tant que telle, c'est un réseau, c'est une tête de réseau dont le sens et l'existence, l'identité tient dans le mot. Donc, Uniagro, ça veut dire les agros unis. Donc, c'est une fédération de plus de 80 000 voilà, alumni qui a 8 associations membres, donc qui sont représentées ici dans le schéma, et donc qui réunit les agros, entre les ingénieurs diplômés et masters d'ailleurs et docteurs des écoles d'agro françaises publiques. Donc, on en a aujourd'hui 8 dans notre réseau et ça constitue voilà, un réseau de 80 000 personnes. Le sens de cette fédé, c'est d'être en commun. Nous, on la joue très collectif. On pense qu'on est plus fort ensemble, qu'on a vraiment besoin voilà, d'être en collectif sur justement ces expertises. Donc, valoriser les diplômes, attirer les étudiants vers ces filières voilà, qui sont très intéressantes et plus que jamais indispensables pour les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Donc, juste très rapidement, quelles sont les missions de ce réseau collectif d'agro? On a mutualisé, on a mis des choses voilà, ensemble, dont notamment la partie carrière, trajectoire professionnelle, réorientation, tout ça, c'est en commun. On a également mis ensemble ce qu'on appelle, nous, des réseaux de proximité, donc qui peuvent être nationaux ou internationaux. Par exemple, les agros du Canada. Donc, tout le monde va se retrouver voilà, à l'endroit où il est. Notre intention, c'est que chaque agro qui soit partout voilà, en France ou dans le monde puisse s'appuyer sur une communauté proche pour des questions, des problèmes, des envies, des partages. C'est notre ambition. Et puis donc, on a un réseau aussi donc à la fois géographique, mais aussi thématique, professionnel, donc avec des groupes professionnels, des clubs, et notamment AgroDurable que présentera Anne tout à l'heure. Et puis, on a également dans nos activités mutualisées un magazine. J'en ai amené un qui s'appelle Planète Agro. Vous voyez, le dernier, c'était sur le biomimétisme. Et là, va sortir celui qui concerne voilà, une thématique de grande actualité qui s'appelle la souveraineté
alimentaire. Donc ça, c'est dans quelques jours. On est toujours, ce qui est ça qui est bien dans le réseau agro, on est toujours dans le feu d'actualité. Donc les agros qui sont en ligne, nous avons besoin de vous. Déjà, on est en 2024, c'est le moment d'adhérer. Donc si vous avez voilà, pas encore fait adhérer à vos associations d'anciens élèves, c'est ça qui fait vivre notre réseau. On est à votre disposition à l'assaut, vous le savez, à la maison des agros qui est aussi très jolie, qui est en face du Louvre. On se fait une concurrence entre assos. Et tous ceux qui ne sont pas à Paris, ben, bien sûr, on compte sur vous aussi. Donc, merci encore d'être très nombreux à vous connecter ce soir. Je vais passer la parole à Anne pour qu'elle vous dise quelques mots sur bah, le groupe Agro-Durable qui porte un peu aussi ce partenariat avec Alumni Force the Planet. Bonsoir, tout le monde m'entend bien? Oui, Mhm. Alors, c'est terrible parce que AgroParisTech Alumni et la fédération Uniagro ont leurs locaux en face d'un très beau pont, au quai Voltaire, et les alumni des ponts ont des locaux avec un jardin d'hiver. Donc, on est vraiment fait pour travailler ensemble. Voilà, donc le réseau Uniagro, comme beaucoup de réseaux d'alumni de diverses écoles, vit grâce à des groupes. En fait, c'est vraiment ça l'âme du réseau. Des groupes régionaux et des groupes professionnels ou thématiques, dont le groupe Agro-Durable, qui existe depuis 12 ans, je crois, hein, à peu près. Voilà. Et un petit peu l'équivalent du coup du groupe, je pense, Pont Transition écologique qui a été cité tout à l'heure. Donc, c'est un groupe qui compte à peu près 1800 personnes aujourd'hui. Et vraiment, j'espère que tous les agros connectés ce soir rejoindront le groupe pour ceux qui n'en font pas encore partie. Alors, il n'y a pas besoin d'adhérer, de cotiser ou quoi que ce soit. Il suffit de cliquer sur la page du groupe sur LinkedIn. Ah. Et par ailleurs, ce groupe est animé de manière informelle. Nous n'avons pas vraiment de bureau, mais il est animé par un groupe de personnes sur WhatsApp que les plus motivés d'entre vous peuvent rejoindre et qui décident de nos actions multiples, parce que franchement, la durabilité aujourd'hui, c'est tellement de choses qu'on peut à peu près tout faire, hein, selon les envies, et notamment l'organisation de conférences. Et là, on s'est un peu greffé sur cette conférence organisée avec Alumni for the Planet. Et on espère que ça va bien fonctionner et que surtout, on peut lancer un appel à témoins. On a envie d'organiser d'autres conférences sur des sujets liés au vivant, à la durabilité avec Alumni for the Planet. Et pour ça, il nous faut des témoins, c'est-à-dire des gens qui, dans leur entreprise, ont transformé quelque chose sans forcément être au COMEX ni à la direction développement durable. Donc, les agros qui ont fait ça, rejoignez-nous, proposez de témoigner et on organisera une conférence, un webinaire avec Alumni for the Planet. Voilà. eh ben, merci beaucoup, Anne. Et voilà pour le coup de lancement pour les autres agros qui se lanceraient, l'exemple que nous donnera Alexandre tout à l'heure. Alors, on va passer maintenant au cœur vraiment de la soirée, c'est-à-dire le message central qui doit être passé, au cours duquel vous allez pouvoir utiliser le chat pour poser les questions. Donc, on va succéder deux présentations et entre chaque présentation, enfin à la fin de chaque présentation, on prendra un temps pour répondre aux questions qui auront été posées. Je vous informe également sur le fait que à la fin, vous sera envoyé un lien avec un sondage pour évaluer, comme on le fait en continu, les webinaires que l'on fait de façon à proposer une qualité qui va en croissant. Donc, soyez-y attentifs et nous vous remercions par avance pour votre participation. Ça ne prend que quelques minutes. Alors, on va effectivement, comme je vous le disais, passer par vraiment le témoignage qui est le cœur, vraiment ce qu'a fait un des agros, Alexandre Panel, chez Pierre Fabre, et comment il est arrivé. Et pour cela, on va commencer par planter le décor. Alors, je vais inviter à venir un de nos experts qui est membre du conseil scientifique, qui est Antoine Caddy, directeur recherche et innovation chez CDC Biodiversité. Et ben, le défi là pour maintenant, est-ce qu'en un quart d'heure, tu arriveras à nous planter le décor, à nous présenter tous les enjeux et le constat actuel. Alors, on va te passer, je vais juste sortir un petit peu du cadre Voilà. pour te Et passer pendant ce temps-là, j'attaque gentiment. Donc, voilà, le effectivement, Antoine partage d'écran. Caddy. Alors, merci de m'accueillir dans cette maison des ingénieurs, moi qui ne suis qu'un modeste universitaire. Pour parler de biodiversité, c'est toujours un moment important
de parler biodiversité aux acteurs économiques que vous êtes désormais. Ouais, on est bon. C'est bien. Que vous êtes désormais. Et, et donc, en fait, on va, avec Alexandre, faire un peu le yo-yo. L'idée, en quelques minutes, c'est déjà de vous brosser effectivement le sujet et la situation dans son ensemble pour que vous puissiez avoir son témoignage. Et je reviendrai pour notamment vous expliquer ce que l'on a pu faire en termes de développement de nouveaux outils qui, vous le verrez, permettent de voir le sujet biodiversité d'une manière radicalement différente de la façon dont ce sujet a été perçu jusque-là. Alors d'abord, quelques mots sur la biodiversité. Commence souvent mes propos comme ça là. La biodiversité, c'est la vie sous toutes ses formes, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. L'infiniment grand, on a tous en tête une baleine, un éléphant, un rhinocéros. On pense aussi aux microbes. On pense peut-être moins à l'ADN, c'est-à-dire à la génétique qui constitue ces populations, mais également ces individus. Et les deux échelles sont importantes. Et puis, bien évidemment, ce qui va nous intéresser, ce sont les interactions entre ces individus, entre ces populations, que l'on va retrouver ces interactions au sein d'écosystèmes. Et là où ça va devenir intéressant et important, c'est que les écosystèmes en question nous apportent, j'y reviendrai dans un instant, ce que l'on appelle les services écosystémiques. Alors, je me suis un peu perdu dans mes diapos. Voilà, je m'y retrouve. Donc, la biodiversité, là encore, vous l'avez certainement entendu, notamment depuis 2019, depuis que l'IPBES, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, nous a interpellés. Alors, ce n'était pas la première fois, mais en mai 2019, ça s'est fait à Paris avec un premier rapport fondateur. C'était la première fois également que le GIEC pour le climat et l'IPBES prenaient la parole ensemble pour dire plusieurs choses. Les deux principales. La première, c'est que la situation était véritablement catastrophique, avec ce que l'on appelle une accélération du processus d'extinction des espèces. Et la seconde chose, c'est que c'était très documenté, très argumenté, et qu'il était évident, et vous le verrez dans la diapositive d'après, que c'était effectivement l'homme, et singulièrement la révolution industrielle, qui était à la genèse, qui était responsable de cette érosion massive de la biodiversité. Alors on entend souvent bon, la biodiversité, la vie sur Terre, les processus d'apparition et d'extinction d'espèces, c'est quelque chose avec un process avec lequel la vie a su cohabiter. Et effectivement, donc il y a eu par le passé un certain nombre de grandes crises d'extinction. Je le disais il y a un instant, celle-ci, elle est liée à l'homme, mais c'est l'accélération du processus d'extinction qui est véritablement notre sujet. Les scientifiques estiment que ce processus d'extinction d'espèces est accéléré de 100 à 1000 fois. Donc ça va 100 à 1000 fois plus vite que lorsque la vie, je dirais, évolue simplement, que ce soit dans la canopée ou que ce soit au fond des océans. Je vous le disais il y a un instant, les choses sont assez documentées désormais et donc l'IPBES a décidé de rassembler 5 grandes pressions, ou plutôt toutes les causes d'extinction dans 5 grandes pressions. La première d'entre elles, c'est ce que l'on appelle le changement d'usage des sols. Ça va des espaces agricoles aux parkings de supermarchés, en passant par la fragmentation, nos routes, nos voies de chemin de fer, nos oléoducs, les infrastructures d'RTE, de GRTE, en fait, l'ensemble de ces infrastructures grises par définition qui vont découper après avoir changé après avoir changé l'usage des sols, qui vont également découper les sols. Et donc cette pression-là, c'est la pression principale, c'est aussi la plus évidente, celle qui nous apparaît la première lorsqu'on regarde un paysage, par exemple, et effectivement, bah, il y a moins de biodiversité, crescendo sur un parking de supermarché, dans un champ de colza au hasard, ou dans une prairie plus ancienne, a fortiori dans une zone humide, une tourbière ou une forêt pristine. La deuxième pression, c'est celle de l'exploitation directe. Donc là, on a en tête évidemment les questions de pêche, de surpêche, d'exploitation, de surexploitation de telle ou telle matière première, du bois ou autre. Et c'est le rythme à partir du moment de l'exploitation, à partir du moment où cette exploitation se fait à une cadence supérieure à celle de la régénération naturelle de cette même matière première, qui va avoir de l'impact. Le changement climatique, bien évidemment, changement climatique qui est
un sujet qui est une crise en soi, mais qui est une crise intimement liée également à la biodiversité. La biodiversité est une solution. On aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure face au changement climatique, mais la biodiversité subit également le changement climatique qui va accélérer, notamment dans un contexte morcelé, les processus d'extinction. Évidemment, les pollutions, on pense à tout ce que nos émissions de gaz, de produits chimiques divers, etc., vont avoir comme conséquence. Et puis, on l'oublie souvent, mais c'est très important également, l'explosion du processus d'arrivée d'espèces exotiques, parfois envahissantes, mais dans tous les cas qui vont bouleverser le fonctionnement des écosystèmes. Alors, ce schéma-là, et je l'ai emprunté au rapport de l'IPBES que j'évoquais de 2019, il illustre et il y a un résumé pour décideurs. Vous verrez, il y a énormément de chiffres si jamais vous en manquez, mais de mon quotidien au monde, en passant par divers sites internet et bien sûr les publications de la mission économie de la biodiversité que j'ai eu le plaisir d'encadrer pendant 7 ans chez CDC Biodiversité, vous donne énormément de matière si jamais vous êtes vous-même encore un peu incrédule ou que vous croisez des personnes qui se posent un certain nombre de questions. Alors, voilà, je ne vais pas passer trop de temps sur cette diapo, juste vous redire que il est fondamental d'embarquer le sujet de la biodiversité sans attendre que l'on ait, permettez-moi de caricaturer un peu comme cela, traité le sujet du dérèglement climatique. Voilà, les deux sont intimement liés, les deux doivent être traités en même temps. Et n'imaginons pas que le sujet du climat est plus important, plus grave ou aurait plus de conséquences que le sujet de l'érosion de la biodiversité. Donc, on doit vraiment les embarquer ensemble. Et comme je le disais il y a un instant, parce qu'ils sont l'un et l'autre le revers d'une même pièce. Alors, on peut s'intéresser à ce sujet de l'érosion de la biodiversité pour de multiples raisons. Et principalement, je dirais d'abord des questions éthiques. Pour quelles raisons l'homme serait-il responsable de la disparition de tel ou tel être vivant, qu'il soit grand ou petit, qu'il soit plus ou moins menacé ou plus ou moins coloré, je ne sais. Le choix que l'on a fait, notamment au sein de la mission économie de la biodiversité, c'est de parler aux acteurs économiques parce qu'ils ont une part importante dans l'impact, donc dans la disparition de cette biodiversité, mais aussi parce qu'on est convaincu que ces acteurs économiques ont un rôle à jouer dans la réparation, dans l'évolution de nos modèles, modèles économiques, modèles de société, mais également dans la création de modèles économiques dont la vocation soit véritablement d'adresser cette ambition de restauration dont il faut absolument que l'on parle aujourd'hui. Et le biais le plus immédiat qui permet de faire ce lien entre biodiversité et entreprise, entre biodiversité et investisseurs, biodiversité et collectivité locale, eh bien, c'est ce que l'on appelle les services écosystémiques, ou lorsque ces services sont vus avec un prisme anthropique et services environnementaux. On l'a répété à plusieurs reprises ces derniers jours lorsque nos agriculteurs étaient sur les routes. Nos agriculteurs nous nourrissent, mais ils s'appuient sur évidemment, la pollinisation, la fertilité des sols, la recharge des nappes phréatiques, qui sont autant de services qui, avant d'être proposés, soutenus, parfois renforcés, souvent affaiblis par telle ou telle solution industrielle, chimique ou autre, sont d'abord des fondamentaux de la nature. Ce sont d'abord des écosystèmes qui, fonctionnant bien, étant en bonne santé, produisent, apportent ces solutions sur lesquelles les agriculteurs vont pouvoir travailler. Aujourd'hui, 75% de ce que nous mangeons est directement issu de la nature et directement connecté à ces fameux services environnementaux. Mais ça serait réducteur de ne parler biodiversité qu'à travers notre alimentation. Et vous le voyez sur cette grande roue, que pour nous soigner, pour nos vacances, pour nos réflexions, pour notre créativité, pour notre bien-être, nous avons systématiquement besoin d'une nature en bonne forme, d'une nature qui fonctionne bien et qui puisse nous apporter l'ensemble de ses besoins. Alors voilà, j'avance un petit peu dans le propos et excusez-moi d'être aussi rapide. Nous avons essayé avec l'équipe mesure d'empreinte de CDC Biodiversité de schématiser un petit peu la situation dans laquelle nous sommes. Vous le voyez sur ce schéma, et vous avez d'ailleurs certainement entendu déjà parler des concepts de limite planétaire. La limite planétaire biodiversité, elle est modélisée à 72%, c'est-à-dire que l'on considère, la communauté scientifique considère que l'on pourrait continuer à vivre, alors nos sociétés
nos entreprises, notre société avec un grand S humaine, avec une perte jusqu'à 28% de perte de biodiversité, environ un petit tiers. Malheureusement, comme vous le voyez aujourd'hui, cette limite planétaire, elle est déjà très largement enfoncée. Nous sommes environ à 40% de perte de biodiversité. Et à la différence des sujets climatiques, nous ne pourrons pas simplement nous satisfaire d'un freinage, d'un ralentissement de cette perte de biodiversité. Et donc, comme vous le voyez, en fait, il y a différents scénarios qui sont face à nous. Celui qui a été retenu à l'occasion de la COP 15 biodiversité en décembre 2022 à Montréal, dans le cadre de l'accord Kunming-Montréal, signé par 191 pays, eh bien, c'est un accord en 2 temps. L'ambition de stopper l'érosion de la biodiversité dans 6 ans, c'est rien, en 2030, et d'ores et déjà, à partir de 2030 et jusqu'en 2050, de revenir à la limite planétaire, donc aux 62%, ce qui veut dire qu'en gros, il va nous falloir, entre-temps, envisager la restauration de 15 à 20% de la biodiversité perdue. C'est un petit peu comme si au moment de l'accord de Paris en 2015, COP 21, petite gymnastique de chiffres et de dates, on s'était dit, bah, finalement, le scénario 1,5 degré, c'est pas du tout vers cela qu'il faudrait qu'on aille. Il faudrait qu'on aille vers un scénario moins 1 degré pour revenir, par exemple, aux températures que l'on avait au début du 20e ou au début du 19e. Voilà, je ne suis pas du tout un expert du climat, mais voilà, pour vous dire le type d'enjeu sur le climat. Si aujourd'hui, je vous interroge sur avons-nous des chances de tenir le scénario 1,5 degré, beaucoup vont rigoler et les plus engagés diront qu'il faut néanmoins qu'on fasse tout pour essayer de tenir ce scénario, mais qu'il est probable que ça dérape. Et bien sur la biodiversité, vous voyez, l'ambition est infiniment plus forte et la situation est infiniment plus grave. Voilà, pour terminer cette première introduction et avant de donner la parole à Alexandre, vous dire qu'à l'occasion de la COP, donc on a désormais la COP que j'évoquais en décembre 2022 à Montréal, on a désormais des objectifs qui sont assez clairs, qui sont chiffrés, qui sont tangibles, qui sont collectifs, signés et qui, je ne vais pas les décrire plus avant, mais vous le voyez sur ces diapositives, un certain nombre de choses très concrètes qui sont issues de documents qui sont évidemment beaucoup plus complets et qui sont déclinés donc, au niveau international, au niveau européen et très concrètement pour nous au niveau du droit français sur des questions comme par exemple celle des aires protégées en lien avec la directive restauration qui a fait un peu couler d'encre ces derniers mois, directive européenne qui va être déclinée en droit français dans les 2 ans qui viennent, l'ambition zéro artificialisation nette, qui existe depuis désormais 2 ans, avec une ambition de réduction de l'artificialisation de moitié en 2030 et l'atteinte du zéro artificialisation nette en 2050, avec évidemment les mouvements de panique que cela génère chez nos élus, chez nos entreprises, dans la conception même de notre développement, du développement de nos territoires, de la répartition des richesses, enfin énormément de questions qui sont sous-jacentes à des choses qui désormais sont dans la réglementation, même si, ben voilà, on l'a vu dans le cadre des manifestations agricoles, on met des décennies à avancer, et parfois quelques jours à reculer. Désormais, les réglementations avancent et se structurent. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là, juste vous dire un dernier mot, simplement que j'évoquais des réglementations là sur le zéro artificialisation nette, sur la restauration des terres, etc. Vous êtes, j'imagine, la majorité d'entre vous dans des entreprises. Ces entreprises, quelle que soit leur taille, sont désormais embarquées à très court terme dans des obligations de reporting. Alors en France, très concrètement, ce sont les investisseurs, Place de Paris, qui depuis 2 ans, dans le cadre du rapport article 29, doivent non seulement embarquer un reporting biodiversité, mais également embarquer expliquer leur stratégie d'alignement avec le zéro perte nette et le gain net 2050, ce qui est une gageure quand on a un portefeuille côté classique avec des actifs listés qui ont une capacité de rentrer en transition certainement assez lente, pour le moins, en tout cas une inertie assez forte. C'est valable également dès janvier prochain, janvier 2025, avec la CSRD, qui va embarquer de très nombreuses entreprises, plus de 20 millions de chiffre d'affaires et 250 collaborateurs. Et attention, parce que les entreprises qui ne seraient pas directement soumises aux réglementations que je viens de mentionner, entreprises ou investisseurs, vont l'être
probablement de manière assez rapide néanmoins, parce que les acteurs qui seront soumis à ces réglementations vont se tourner vers leur chaîne de valeur pour faire remonter de l'information, pour faire remonter de la data. Et donc, quelque part, tout le monde doit aujourd'hui s'organiser pour, comprendre risque et dépendance. Ça, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus et peut-être avec des notions avec lesquelles vous êtes familier. Comprendre également quel est son impact sur la biodiversité, et on vous en parle dans un instant. Aujourd'hui, il existe des outils qui, comme le bilan carbone, permettent de répondre à ces questions. Et puis, bien, rentrer dans des démarches de stratégie, l'élaboration, pardon, de stratégies qui vous permettront de réduire ces empreintes, réduire cet impact négatif, le valoriser, bien sûr, et rentrer également dans des démarches d'engagement positif en faveur de la biodiversité qui, vous l'avez compris, sont désormais de façon inexorable devant nous. Eh bien, merci beaucoup Antoine pour cette présentation à la fois très rapide et extrêmement complète. On vient de le comprendre si ce n'était pas déjà le cas. La situation est très sérieuse et nécessite vraiment d'agir. Alors, je remercie les personnes qui ont posé les premières questions. Comme je vois qu'elles sont encore peu nombreuses, on ne risque pas de les perdre dans la suite. Donc, je propose qu'on batte le fer tant qu'il est chaud, parce que ce que tu viens de montrer, c'est qu'il faut vraiment agir. Et pour pouvoir agir, rien de tel que de s'appuyer sur des initiatives pionnières qui ont déjà abouti et qui sont plutôt couronnées de succès. C'est pourquoi je propose, habituellement on fait une coupure dans les questions-réponses, mais là vraiment d'enchaîner et de prendre l'ensemble des questions après la présentation d'Alexandre. Alexandre, parmi les réponses qui sont apportées pour tous les enjeux que vient de nous présenter Antoine, est-ce que tu pourrais nous parler de ton expérience? Alors, je vois que tu as présenté une grande présentation de Pierre Fabre et de ce qui a été fait. Est-ce que tu pourrais, entre autres, mettre beaucoup l'accent sur comment c'est venu au niveau de l'initiative? Comment est-ce que tu as réussi à mettre tout ça en musique? Parce que c'est voilà, c'est vraiment des actions qui méritent d'être soulignées et que tout le monde ici présent va découvrir à présent. Je te laisse la parole, Alexandre. Super, merci beaucoup Antoine pour cette introduction. Ce que je vous propose ici, effectivement, c'est vraiment un partage d'expérience en tant que collaborateur. Alors, certes, pour finir de me présenter, donc, je suis agronome, je travaille maintenant au sein des laboratoires Pierre Fabre depuis plus de 20 ans et en charge en fait d'une thématique autour de l'agriculture durable. Donc, je gère une exploitation agricole autour de toute la partie qualité de nos filières d'approvisionnement en plantes et je dirige un conservatoire botanique. Tout ça pour vous dire que par mon métier et mes fonctions, effectivement, la notion de biodiversité est importante. Et l'objectif ce soir est vraiment plus de distinguer, non pas toutes les missions que je peux avoir, parce que ce n'est pas l'objet, mais de comment est-ce qu'un collaborateur peut inciter et, comment dirais-je, une entreprise et orienter une entreprise vers plus d'actions qui peuvent être du coup déployées dans n'importe quelle autre structure. Alors, tout d'abord, juste rapidement, le laboratoire Pierre Fabre, pourquoi effectivement on travaille beaucoup sur la biodiversité. Donc, le laboratoire Pierre Fabre, c'est un laboratoire pharmaceutique et cosmétique, 2,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et un point important, c'est que dans ce chiffre d'affaires, 65% du chiffre d'affaires est réalisé à partir de produits finis dont l'actif est d'origine naturelle. C'est-à-dire, sans cet actif-là, il n'y aurait pas d'activité pouvant être revendiquée sur un produit cosmétique ou un médicament ou un complément alimentaire. Et donc, on voit bien, rien qu'avec ce chiffre-là, la dépendance complètement à la biodiversité que l'on a. C'est le premier chiffre et le principal sur lequel on travaille. Moi, je travaille depuis 20 ans et qui met en avant l'importance de la biodiversité dans l'entreprise. Mais on voit, et notamment à travers effectivement la présentation d'Antoine, qu'il ne faut pas se contenter de seulement ce chiffre-là, il faut creuser et affiner notre connaissance effectivement de la biodiversité pour voir comment est-ce qu'on peut réduire notre impact, sachant qu'au moins j'ai la chance effectivement de travailler au sein d'une entreprise qui est conscient effectivement de cette dépendance. Alors, les missions, comme je vous le disais, ici, c'est plus voilà, pour vous redire qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut porter et qui font l'objet de mes missions, mais que je ne vais pas détailler ici, puisque l'objet, c'est plus de vous partager des initiatives plus personnelles. Donc, mon parcours, effectivement, production agricole. Je gère une exploitation agricole en bio, 180 hectares dans le Tarn. Et ça a été l'opportunité, je vais vous montrer des exemples, de se dire, c'est bien le bio, effectivement, pour certaines filières. Et toutes les autres, comment est-ce qu'on fait pour le gérer? Donc, l'initiative propre que je vais pouvoir vous déployer, c'est plus de comment inciter l'entreprise et les acheteurs avec lesquels je travaille de promouvoir l'agroécologie au sens large.
Une deuxième de mes casquettes, c'est de travailler sur les audits de fournisseurs de plantes. Donc, je suis intégré dans toutes ces réflexions de sécurisation d'approvisionnement en plantes que l'on va pouvoir avoir pour fabriquer nos produits, et avec cette notion de valorisation marketing. Et c'est ça qui va me permettre du coup de pouvoir aussi avoir une liberté de proposer de nouveaux projets aux marques ou aux acheteurs, en allant au-delà effectivement stricto sensu de mes missions. Et la troisième casquette, je dirige un conservatoire botanique, donc là où dont la mission est vraiment de participer à la protection et la préservation de la biodiversité. Eh ben, on en a fait à titre individuel. En tout cas, j'ai choisi d'en faire un lieu vraiment de sensibilisation des collaborateurs à toutes ces notions autour de la biodiversité, pour aller au-delà, effectivement, de notre première cible qui était travailler, effectivement, avec notre sphère d'influence, les médecins, les pharmaciens avec lesquels on travaille. Donc voilà rapidement, l'objectif de l'exercice ce soir, c'est vraiment de vous partager des initiatives propres et de voir comment on peut aller au-delà, effectivement, des propres missions que je peux avoir. Alors, si on doit illustrer quelques exemples, ici, vous avez une parcelle d'hélicryse. Effectivement, dans le cadre de mes missions, on m'a demandé de produire une plante en bio dans le Tarn, donc ce qui est déjà pour moi très, très vertueux, effectivement, de promouvoir le circuit court et l'agriculture biologique. Et comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, je sais très bien effectivement que l'ensemble de nos approvisionnements ne sont pas en bio. Et donc l'idée, c'est partant de cette expérience-là et de cette demande spécifique d'une marque, c'est de pouvoir travailler avec les marques pour les orienter sur des choix de fournisseurs qui soient orientés sur l'agroécologie. De se dire, certes, peut-être que toutes les matières n'existent pas encore en bio. Première chose, comment est-ce que l'on peut accompagner des fournisseurs vers le bio ou la transition agroécologique? C'est un premier élément. Ou deuxième élément, en tout cas, que la marque utilisatrice d'une matière première végétale puisse émettre le besoin vraiment que son acheteur, il priorise ce type d'approvisionnement orienté sur l'agroécologie. Voilà vraiment un premier exemple d'action qui va au-delà de mes missions propres et qui permet déjà d'avoir un discours, de faciliter le discours entre un utilisateur final, donc une marque qui va vendre un produit sur le marché, avec un acheteur qui, lui, va avoir un objectif de sécuriser un approvisionnement en termes des quantités et de prix. Et l'objectif, ça va être de faire dialoguer ces différentes parties pour aboutir à la meilleure solution qui satisfasse cet objectif justement de réduire notre impact sur la biodiversité. Un autre exemple d'action, c'est que dans le cadre d'un exemple de marque chez Pierre Fabre, c'est l'eau thermale Aven. Et donc l'eau thermale Aven, il faut savoir qu'une eau thermale, elle est issue finalement de l'intégration du passage de l'eau de pluie dans ce qu'on appelle un impluvium, tout un système de collecte et une zone délimitée pour la collecte de l'eau pluviale qui va traverser les roches et s'enrichir en éléments minéraux pour ressortir après avec des propriétés uniques et caractéristiques d'une eau thermale. Donc, dans ce cadre-là, on m'avait demandé de réfléchir à quelles étaient les actions pouvant être mises pour protéger cet impluvium, sachant que cet impluvium, il a la spécificité de se trouver dans un parc naturel régional, donc avec une surface boisée très importante, ce qui était déjà un premier gage finalement de protection, on va dire, naturelle. Et donc, la demande était vraiment de protéger cet impluvium. La solution apportée, ça a été vraiment, avec cette expertise d'ingénieur agro, de pouvoir s'appuyer sur des initiatives telles que des paiements pour services environnementaux, qui sont des initiatives portées par le ministère de l'Agriculture et qui permettent d'avoir un dispositif juridique permettant finalement de favoriser et d'inciter au paiement de certaines actions en faveur de la protection de l'environnement. Et donc, concrètement, on a construit une association qui permet de rassembler différents acteurs du territoire. Les principaux partenaires locaux qui vont être finalement des agriculteurs, il y en a une dizaine sur la totalité de l'impluvium qui fait une trentaine de kilomètres carrés. Donc, très peu d'agriculteurs, mais beaucoup de propriétaires forestiers. On a plus d'une centaine. Et à travers cette association, de définir avec eux finalement, quels pouvaient être les modes d'accompagnement financier pour les accompagner dans un changement de pratique forestière, changement de pratique agricole, et que ce soit l'association qui permet de financer effectivement ces changements de pratique.
Et donc, l'initiative, autant la volonté de protéger l'impluvium, ça fait partie effectivement des missions qui m'ont été confiées, autant vraiment l'initiative propre était vraiment d'animer, puis de m'engager en tant que bénévolement dans cette association-là pour pouvoir innover, proposer des nouvelles solutions et embarquer le maximum effectivement de bénéficiaires possibles autour de la protection de la forêt et de changements de pratiques pour éviter tout ce qui est coupe rase. En tout cas, s'il devait y avoir coupe rase, mettre en place effectivement des plantations avec cette fois-ci des mélanges d'espèces en prenant en compte le risque de changement climatique, par exemple. Voilà, toutes ces notions-là, effectivement, on a pu les déployer au fur et à mesure. Un autre exemple, et là je distinguerai bien qu'est-ce qui fait partie de mes missions et comment est-ce on l'a fait, comment je l'ai fait évoluer effectivement pour embarquer le plus de monde. Le groupe Pierre Fabre s'est engagé en tant que signataire d'un engagement de l'ensemble des entreprises du milieu pharmaceutique dans la création finalement d'inventaires biodiversité sur leur site. C'est une initiative qui a été lancée au tout début des politiques RSE de l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques. Et dans ce cadre-là, donc, on a initié, effectivement, s'est engagé en tant que signataire. Donc, on a commencé ces inventaires biodiversité sur nos sites en se contentant au préalable de faire plus des diagnostics. C'est-à-dire qu'une fois ou deux fois dans l'année, on s'encadrait effectivement d'experts botanistes, en plus de notre expertise. On allait voir effectivement ces différents sites et on rendait un inventaire. Et on s'arrêtait là. L'initiative qu'on a pu déployer pour aller au-delà du respect finalement d'un engagement qu'on avait pu prendre dans une interprofession, ça a été tout d'abord de se dire il faut peut-être aller au-delà d'un inventaire, faire un point d'interrogation, un T0, puis de voir surtout l'évolution de ces inventaires au cours du temps. Mais c'est surtout d'intégrer les collaborateurs des sites, puisque d'une part, ça permettait de les sensibiliser à l'impact effectivement de leur activité propre sur le site. Donc, c'était un premier élément très pédagogique. Deuxième élément, on n'est pas à l'abri, on en a découvert effectivement pas mal, d'avoir des collaborateurs très engagés déjà effectivement sur ces sujets-là et qui avaient une expertise qui n'était pas forcément identifiée dans leur métier qu'ils avaient, et ce qui permettait de capitaliser cette expertise-là et d'en faire réellement des vrais relais sur les sites qui ont réalisé ces inventaires biodiversité auprès de leurs collègues de ce site-là. Donc c'est effectivement une initiative qui a permis vraiment de fédérer et d'avoir de nouveaux porte-parole en local, alors qu'on n'est pas effectivement nous présents sur tous les sites. Donc c'était vraiment un appui majeur pour déployer une sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs à l'importance de la biodiversité. Je disais tout à l'heure, faire un inventaire biodiversité, effectivement, c'est bien, mais c'est surtout intéressant sur la durée pour voir les évolutions que ça a. Pour aller plus loin, en fait, j'ai proposé de fédérer finalement un certain nombre de métiers qui pouvaient être concernés par ces inventaires biodiversité. Et on a créé il y a 2 ans finalement un groupe de travail avec notamment tous les responsables d'espaces verts. Donc, tous ceux qui sont amenés à gérer les espaces verts. Donc on les appelle soit les moyens généraux, soit on les appelle les jardiniers, ça dépend effectivement un petit peu des sites. Mais en fait, toutes ces petites mains finalement qui vont être en contact direct sur nos sites avec effectivement la biodiversité, qui d'ailleurs étaient très souvent sollicités par des collaborateurs pour des questions sur des bonnes pratiques dans leur jardin, comment le déployer, etc. Et par contre, qui souffraient, on va dire, peut-être d'un manque de reconnaissance de leur métier, puisqu'on les voyait, entre guillemets, peut-être des fois entre guillemets, que jardiniers, c'est-à-dire juste tailler des plantes et faire que ce soit joli et les arroser comme il faut. Finalement, on a créé ce petit groupe de travail et l'objectif était d'une part ça répondait vraiment, on s'était aperçu a posteriori, ça répondait vraiment à une attente de leur part de participer à un chantier collectif rassemblant des gens qui ne se croisaient pas puisqu'ils étaient sur des sites différents et d'avoir en fait une reconnaissance à travers toutes les bonnes pratiques qu'ils avaient déjà et que les collaborateurs ne voyaient pas. Et donc, à travers ce groupe de travail, on a pu réaliser beaucoup d'échanges de pratiques
comment prendre en compte effectivement la sécheresse et les réductions d'eau effectivement et d'arrosage pendant la période estivale, quelles étaient les solutions à apporter, comment s'adapter et sélectionner effectivement des espèces plus résilientes par rapport à cet environnement qui change. Donc tout ça, il fallait pouvoir le lister, le partager entre les sites. Et l'idée que l'on a par la suite, c'est d'aller plus loin, c'est de pouvoir communiquer toutes ces bonnes pratiques à travers des posters, à travers une petite signalétique dans tous les sites d'espaces verts effectivement que l'on peut avoir partout en France, pour pouvoir mettre en avant l'expertise et les bonnes pratiques qui sont portées sur nos différents sites. Donc ça répondait vraiment à un besoin, cette initiative que j'avais peut-être sous-estimée il y a 2 ans quand on l'a initiée, mais qui est très fédératrice. Et ça devient finalement les premiers porte-parole finalement auprès des collaborateurs qui les sollicitent pour adapter leurs pratiques effectivement de gestion d'espaces verts ou de jardins auprès de tous les collaborateurs. On a souhaité du coup aller plus loin. Alors, il y avait des choses qu'on avait déjà initiées de manière ponctuelle. C'était de se dire, on a plein de sites, comment embarquer ses collaborateurs pour les sensibiliser à l'importance de la biodiversité. C'était peut-être d'identifier des travaux de sciences participatives et les faire participer à ça. Alors, il y a une dizaine d'années déjà, on s'était engagé dans des démarches effectivement sur l'Observatoire agricole de la biodiversité, qui propose différents petits protocoles. Et ici, vous avez une illustration, par exemple, de nichoirs pour les abeilles sauvages, qui doit être disposée d'une certaine manière et qui, grâce à des comptages de présence de ces abeilles sauvages dans ces nichoirs, en partageant ces informations au niveau national avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris, permet d'identifier finalement l'impact de pratiques agricoles sur la biodiversité, et notamment les abeilles sauvages. Et on arrive maintenant, au bout de 10 ans, à accumuler des données qui permettent vraiment de faire le lien entre l'impact, entre la présence de ces abeilles sauvages et l'impact des pratiques agricoles que l'on avait à proximité. Donc, le fait de pouvoir identifier des collaborateurs intéressés pour donner quelques minutes, on va dire, maximum quelques heures par mois pour contribuer à ces observations-là, nous permet finalement de contribuer à un enjeu plus important qui va être de collecter de la donnée pour pouvoir identifier des liens entre des pratiques agricoles et des mesures effectivement de présence telles que des abeilles sauvages. Donc ça, c'est des choses qu'on a initiées, après qu'on a pu aussi déployer avec certains collaborateurs sur des sites par l'implantation de nichoirs que l'on a pu réaliser avec les jardiniers. Et plus récemment, on s'est dit, il faut pouvoir aller plus loin et faire de ce site que vous avez illustré ici, un conservatoire botanique, un lieu de team building, d'action effectivement engageante, et donc que l'on propose aux managers sur une durée très courte, de se dire un manager qui va avoir une grosse réunion pour un bilan annuel, par exemple, il en a pour 3 heures, à un moment, il faut peut-être une respiration. Nous, on va lui proposer, pendant sa demi-journée, de dire, pendant 1 heure, on vous propose une petite activité ludique sous format team building pour faire toucher du doigt, finalement, toute l'importance de la biodiversité, en quoi vous avez des actions, vous, à votre niveau, à titre individuel, dans votre espace de vie, et comment l'entreprise, elle, identifie la dépendance qu'elle a à la biodiversité, comment est-ce qu'on a déjà quelques initiatives, effectivement, pour réduire cet impact. Et ça s'est porté par différentes actions qu'on a pu vraiment développer. D'abord, des petits team building, des escape games vraiment homemade, qu'on a fait vraiment beaucoup de choses vidéo faites avec son téléphone portable, etc. Et puis des actions plus engageantes qu'on a poussées auprès de la direction générale et qui nous a répondu favorablement pour permettre de s'engager dans des actions de sensibilisation des collaborateurs, dans des démarches telles que la fresque du climat, ou des démarches effectivement telles que Engage pour la biodiversité, qui permettent vraiment de manière formelle et engageante de pouvoir toucher le maximum de monde et donc sur différents sites pour les sensibiliser à l'importance du climat d'une part
et de la biodiversité, parce qu'effectivement, pour rebondir sur la présentation, l'introduction d'Antoine, pour nous, on lie clairement effectivement les deux. Je dis souvent que le climat et la biodiversité, c'est le même combat. Et donc, c'est quelque chose effectivement qu'il faut pouvoir mener de front. Un autre exemple, alors là qui est vraiment lié à mes activités, j'ai parfois des demandes de marques de privilégier ou de mettre en place une filière issue du commerce équitable, qui sont souvent des filières bio hein, à l'origine, et donc sur lesquelles il y a un impact évident à la fois social mais également environnemental. Et donc, des certaines années, j'ai des demandes des marques. Et en général, je n'attends pas d'avoir des demandes, et c'est là où on peut aller plus loin. Hein. C'est de pouvoir proposer systématiquement, quand on a bien compris effectivement la stratégie de la marque, bah, tous les ans, être force de proposition et de leur identifier effectivement une nouvelle filière pour augmenter effectivement la sensibilisation effectivement de cette marque-là, l'importance de sa dépendance à une filière d'approvisionnement en plantes pour l'intégrer effectivement dans des produits cosmétiques. Et ça, on va dire que c'est pas forcément le plus simple, puisque quand c'est nous qui proposons et non pas une marque qui l'impose, entre guillemets, à l'acheteur, hein, c'est qu'il va falloir justement travailler avec le service des achats, le service supply chain, pour pouvoir les accompagner et les embarquer effectivement dans ce projet qui peut avoir différentes répercussions. Bah, il faut créer peut-être un nouveau fournisseur alors qu'on en avait déjà un au préalable qui avait des plus gros volumes qui servaient à différents usages. Alors que là, on veut vraiment une filière spécifique pour répondre à tel besoin. Peut y avoir un impact effectivement sur le prix, sur la sécurisation de l'approvisionnement. Ça implique des actions supplémentaires en termes de contractualisation, donc il faut pouvoir les embarquer là-dessus. Et donc, c'est tout ce travail-là d'accompagnement et comment embarquer effectivement ces différents métiers dans ces initiatives personnelles qui permettent d'aller au-delà effectivement de la demande de marque. Et c'est ça qui est super motivant, qui reste un challenge effectivement, hein, puisque ça se fait vraiment au cas par cas, mais quelque chose que l'on arrive à initier, à améliorer au fur et à mesure. Après, au cours de mon expérience, un autre exemple, j'ai eu la chance de diriger une filiale à Madagascar qui a pour objet vraiment de fournir et de collecter de la plante, comme ici, effectivement, la feuille de pervenche, à partir de laquelle on va fabriquer des anticancéreux. Hein. Vraiment, le constat en étant confronté à travailler dans un pays tel que Madagascar, un des pays les plus pauvres au monde, mais avec une richesse de biodiversité phénoménale, la conclusion, enfin très vite, on s'est aperçu que s'engager finalement dans la préservation de la biodiversité, c'était vraiment un enjeu majeur pour une entreprise, tout simplement aussi pour maîtriser ses risques industriels d'approvisionnement. Et que finalement, toutes les initiatives qu'on pouvait pousser d'accompagnement social et environnemental sur notre filière d'approvisionnement était vraiment un gage de sécurité industrielle. Et ça, du coup, ça m'a vraiment permis d'avoir une attitude assez forte pour pouvoir proposer différentes actions, hein, puisque derrière, il y avait la réponse à un enjeu de mise à disposition d'une quantité de matière, d'un objectif de qualité de cette matière, de respect de prix, etc. Et une initiative que j'ai pu pousser, par exemple, c'était d'accompagner un projet de reforestation solidaire. Donc, c'était la plantation d'espèces locales dans une zone, effectivement, dans un écosystème qui était vraiment très dégradé. Et donc, on a construit un partenariat avec les populations locales pour s'adapter finalement à leurs attentes aussi en termes de choix d'espèces. Donc, du coup, on a privilégié certaines espèces d'intérêt, telles que des cultures fruitières, telles que des manguiers, par exemple, mais également des plantes locales qui pouvaient être valorisées dans le futur pour produire soit des huiles essentielles, soit du bois d'œuvre, hein, tout simplement. Et tout ça, finalement, permettait de contribuer à éviter la déforestation ou la coupe de forêt pour en faire le premier usage qu'on avait dans la région, c'est surtout du bois de chauffe hein, pour la cuisine. Donc, cette initiative-là a été largement acceptée et valorisée par la direction générale, puisque ça permettait vraiment d'accompagner en local une réponse à un besoin effectivement de développement tout en préservant la biodiversité.
Une deuxième action que j'ai pu pousser, et cette fois-ci non pas en interne, mais en externe de l'entreprise, c'est de se dire que lorsque l'on collecte une plante, j'avais l'opportunité de vendre plusieurs tonnes de plantes à des clients externes au laboratoire Pierre Fabre. Et donc, j'ai mis en place en fait un dispositif, on va dire, un peu de produit partage, c'est-à-dire qu'en systématique, j'ai rajouté au prix de vente classique de ces plantes-là un pourcentage qui était clairement affiché pour financer un projet social et environnemental. Et je vous parle de ces actions-là, mais cette action-là, elle date de plus de 10 ans, 10-15 ans. Quand j'ai initié ces actions-là, autant dire qu'à l'époque, ça n'était pas effectivement une démarche qui pouvait correspondre à un besoin de réglementation ou autre. C'était vraiment une démarche que l'on proposait qui permettait de sensibiliser également les clients qui valorisaient effectivement des plantes sur le fait de pouvoir effectivement avoir une analyse critique sur quand on travaille sur la plante, il y a un impact effectivement sur la biodiversité, il y a un besoin d'accompagner socialement effectivement les filières d'approvisionnement et tout ça, finalement, ça va avoir un bénéfice également pour elles dans la mesure où elles contribuent à un projet et elles vont fiabiliser un partenariat sur du long terme sur l'approvisionnement de cette plante-là. Donc, c'est vraiment cette notion-là où j'ai la chance d'avoir la latitude de pouvoir pousser ces initiatives et qui ont plutôt été très bien acceptées, aussi bien en interne qu'en externe lorsqu'on vendait effectivement ces plantes. Après, autre initiative, mais vraiment plus anecdotique, on a une fondation d'entreprise chez Piafab qui est rattachée à une marque, qui est une fondation d'entreprise Chlorine Botanical Foundation. Bon, j'ai souhaité rentrer dans cette fondation pour pouvoir contribuer à orienter effectivement et sélectionner des projets qui étaient financés par cette fondation. Alors ici, vous avez l'illustration effectivement de l'accompagnement d'une filière d'agroforesterie au écoteur, comme celui-ci, et en lien avec des écoles. Et effectivement, et c'est ce lien qui me plaisait beaucoup, de se dire déconnecter de notre métier propre d'approvisionnement, de se dire comment est-ce que l'on peut sensibiliser effectivement à l'importance de la biodiversité à travers des actions. Bah, c'est en identifiant des partenaires locaux qui s'appuient sur des techniques telles que l'agroforesterie, mais aussi qui vont intégrer effectivement les générations futures et donc tout ce qui est partage d'actions auprès des jeunes générations et donc avec des écoles. Et pour moi, effectivement, un exemple d'action durable permet vraiment de contribuer à cette sensibilisation à la biodiversité. Voilà, tout ça pour dire en première intention, effectivement, quelques initiatives individuelles hein, qui ont pu être menées grâce quand même à une entreprise que j'estime précurseur, puisque déjà sensibilisée à sa dépendance à la biodiversité, de par le chiffre d'affaires hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Et ce qui est important de noter, je trouve, c'est que ce côté précurseur, on voit que la réglementation derrière, elle arrive très très vite et elle va imposer ou en tout cas demander à chacun des acteurs économiques de s'y engager plus fermement si elle ne l'y était pas. Et là, je peux vous partager deux exemples d'actions. Tout d'abord, tout ce qui est autour de l'affichage environnemental. Alors, c'est quelque chose qui est très connu, effectivement, sur la partie alimentation, c'est clair, même si les initiatives, effectivement, datent depuis très longtemps, mais pour l'instant, ne sont pas déployées de manière obligatoire. Sachez que nous, il y a 2-3 ans, on a souhaité essayer de faire cet exercice-là, d'afficher le poids environnemental et social des produits cosmétiques et de santé familiale. Et c'est une initiative qu'on a appelée Green Impact Index by Pierre Fabre, qui est une démarche qu'on a lancée en 2021, uniquement pour l'ensemble de nos produits. Hein. Donc, tous nos produits ont cette étude d'impact dans lequel on a souhaité intégrer un impact environnemental, porté principalement par le packaging, la formulation, le transport et les risques de pollution que cela peut engendrer, et également un impact social, tout ce qui est choix de la production made in France ou, comment dirais-je, la promotion de filières d'approvisionnement équitables, etc. Donc, on a créé ce système d'affichage environnemental qui est sur le site Internet
Et on s'est dit que faire ça tout seul, ça ne servait pas à grand-chose. Et fin 2022, début 2023, on a souhaité aller plus loin et partager cette expérience-là à différentes entreprises de notre secteur, hein, cosmétique et santé familiale, et qui a abouti à la création du consortium, Impact Index, donc qui fédère maintenant, donc à partir d'une vingtaine d'entreprises fondatrices, qui fédère maintenant une trentaine d'acteurs qui sont des entreprises qui fabriquent des produits finis, cosmétiques ou compléments alimentaires, hein, mais également des fabricants d'extraits de plantes, mais également des universitaires, des pôles de compétitivité, et qui nous ont permis, sur l'année 2023, de rechallenger notre méthode interne et de définir tous ensemble, d'aboutir à la rédaction d'une pré-norme, donc on va dire d'une AFNOR spec. Donc on s'est fait accompagner par l'AFNOR pour définir un cadre qui est partagé par l'ensemble des membres de ce consortium et qui appartient à l'AFNOR et qui permet de définir comment pouvoir coter l'impact social et environnemental d'un produit cosmétique, d'un complément alimentaire et d'un produit de santé familiale. Et dans ce système de cotation, on a bien sûr souhaité intégrer une dimension spécifique biodiversité, au même niveau qu'un impact spécifique sur le climat, qui permet de montrer justement toutes les actions ou initiatives ou évaluations de dépendance et d'impact lors de la fabrication de nos produits pour pouvoir partager cette information avec le consommateur, éclairer l'achat du consommateur. Ça, c'est la partie visible. L'autre objectif, bien sûr, il est en interne, c'est de nous aider à avoir un outil de pilotage pour améliorer nos produits dans un objectif de réduction d'impact. Donc voilà une première évolution que l'on a accompagnée et que effectivement le fait de l'avoir anticipé effectivement avant les obligations réglementaires nous permet effectivement d'être précurseur. Depuis janvier 2024, effectivement, il y a une décision effectivement ministérielle d'engager des réflexions sectorielles pour pouvoir réfléchir à des démarches effectivement globales autour de l'affichage environnemental des produits cosmétiques. Donc, on partage bien sûr ces réflexions-là pour faire avancer le débat. Et le deuxième élément, on va dire, réglementaire, quelles sont les évolutions réglementaires qui arrivent, c'est faire le lien peut-être avec l'expérience effectivement d'Antoine, c'est de se dire on a plein d'initiatives intégrées, comme je dis encore une fois, dans la stratégie de l'entreprise ou à travers les initiatives de collaborateurs. Hein. On a plein d'initiatives qui étaient portées autour de la biodiversité, mais finalement, même si on définissait une stratégie, il manquait cette notion de comment évaluer notre empreinte en tant que telle. Alors, la grosse différence avec une autre thématique telle que le climat, c'est qu'il y avait une métrique, la métrique de la tonne équivalent carbone qui existait. Pour la biodiversité, c'était plus difficile effectivement à évaluer. Et donc, on s'est appuyé il y a quelques outils sur les 3 dernières années, mais ça, Antoine en parlerait beaucoup mieux que moi, qui ont pu être développés. Et nous, on a fait le choix, effectivement, de s'appuyer sur la démarche du Global Biodiversity Score. On trouvait ça, effectivement, logique de s'appuyer sur cette méthode, d'une part pour répondre à notre attente de savoir comment, effectivement, améliorer notre maturité sur nos engagements en définissant vraiment une métrique. Je vais présenter des actions tout à l'heure. On parle d'une filière bio ou équitable. Je vous parle d'inventaire biodiversité sur nos sites. Je vous parle effectivement de privilégier des productions locales. Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour quantifier l'impact de toutes ces initiatives? C'est très compliqué. Eh bien, le Global Biodiversity Score permet en tout cas de faire une évaluation d'empreinte et d'essayer d'y répondre. Ça répondait aussi à une évolution de la réglementation, et là, on en a parlé aussi tout à l'heure, la loi zéro artificialisation nette, elle impacte effectivement le développement du territoire, mais elle peut impacter aussi, bien sûr, les entreprises. Par exemple, on peut avoir des réflexions effectivement sur des locaux, sur des hangars de stockage, etc. Il faut pouvoir anticiper effectivement ces réglementations-là et de mesurer l'impact de ces projets pour pouvoir répondre effectivement à cet objectif de zéro artificialisation nette.
Je ne reparle pas, bien sûr, de cette nouvelle réglementation européenne, la CSRD. On va être effectivement impacté effectivement chez nous dans cette effectivement obligation de reporting extra-financier qui a l'énorme mérite, enfin, à mon niveau en tout cas, de pouvoir clarifier quelles sont les attentes de ce reporting et surtout d'uniformiser ces reportings extra-financiers d'une entreprise à une autre, qui nous permettra d'ailleurs aussi de se comparer, de se benchmarker et ainsi de s'améliorer. Donc c'est l'énorme avantage là-dessus. La contrainte, c'est que c'est effectivement une réglementation qui est très, très contraignante, très ambitieuse aussi, puisqu'elle définit vraiment un cadre très strict et très structuré. Donc, c'est quelque chose, effectivement, qu'on va pouvoir prendre à bras le corps sur l'année 2024. Et l'étude, effectivement, qu'on a pu mener l'année dernière d'empreinte biodiversité, le Global Biodiversity Score, qu'on en a fait, effectivement, avant cette réglementation CSRD, nous aide beaucoup justement à pouvoir avoir les éléments cette fois-ci pour répondre à cette réglementation. Et pourquoi est-ce qu'on s'est engagé aussi sur cette empreinte biodiversité? C'est que c'est clairement aussi un moyen de rassurer nos financeurs, nos financiers, quand on va demander effectivement à une banque un montant d'investissement pour un prêt. Eh bien, en fait, le fait d'être capable effectivement de répondre à toutes ces exigences réglementaires futures, hein, même si le futur est proche, hein, ben, tout ça sont des éléments effectivement qui vont rassurer effectivement nos financeurs pour montrer effectivement l'anticipation que l'on peut avoir et les études d'impact que l'on peut porter. Alors, en quelques mots, que ce qu'on a tiré quels sont les principaux enseignements effectivement de cette étude d'empreinte biodiversité à travers le GBS l'année dernière. Quelque chose que l'on mesurait jusqu'à présent à travers notre dépendance au chiffre d'affaires, qui était de 65% liée à la nature. Quand on fait l'empreinte GBS, elle est bien au-delà. On a clairement une dépendance à 97% de la biodiversité, ce qui doit nous amener effectivement à réfléchir à des notions de sobriété. Vous verrez tout à l'heure des actions qu'on a imaginées pour l'année 2024 et plus derrière. En tout cas, c'est vraiment la première information majeure, c'est cette importance de la dépendance en termes de chiffres. 97%, ça nous paraît énorme, encore plus fort que ce qu'on imaginait. L'énorme avantage de cette méthodologie, en tout cas avec mon retour d'expérience, c'est vraiment de bien mettre en phase les 5 facteurs de pression de la biodiversité qui sont connus, qu'a rappelé Antoine, sur le changement climatique, la pollution, le land use, l'usage des terres, la fragmentation, etc., la surexploitation des ressources. En fait, l'outil nous permet vraiment d'identifier 4 sur les 5, puisqu'on ne travaille pas sur la partie espèces exotiques envahissantes pour l'instant dans le modèle. Mais en tout cas, on comprend bien, effectivement, on fait vraiment le lien entre un site et la dépendance que l'on a sur ces 5 facteurs de pression, ce qui nous permet effectivement d'identifier des actions d'amélioration derrière. Et notamment, on a identifié que le principal cause effectivement de cette dépendance, c'est le land use, donc vraiment la surface, par exemple, même la surface de culture d'une plante que l'on va mettre en place dans un pays, la surface agricole effectivement nécessaire a un impact sur la biodiversité. C'est ça qui était important effectivement d'être sensibilisé sur ces aspects-là. Et un point qui vient renforcer un petit peu le discours que je vous ai illustré peut-être au préalable, c'est une autre information, c'est vraiment que l'on voyait bien la nécessité de travailler à la fois et en même temps sur les enjeux climat et les enjeux biodiversité. Alors pourquoi je dis ça? On a fait l'exercice en même temps effectivement sur une trajectoire carbone. On parle par exemple de dérivés de palme, par exemple, qui sont des ingrédients bien moins utilisés en volume que dans l'alimentaire, mais qui sont quand même présents dans le secteur de la cosmétique. On a des filières effectivement qui sont engagées sur la durabilité, etc. Malgré tout, ça reste des surfaces importantes qui ont un impact effectivement sur la biodiversité. On pourrait se dire, on va travailler et sélectionner une filière de plantes pour produire un acide gras produit en France pour réduire l'impact carbone dans un pays effectivement tel que la France ou l'Europe, et on va faire une matière à partir de colza. En fait, cette réflexion-là, en premier abord, elle pourrait avoir un impact climat intéressant, puisqu'on va réduire l'impact carbone par rapport au transport, etc. Mais en fait, en termes d'impact biodiversité, il n'est pas bon du tout, et notamment par tout simplement l'impact de la surface agricole, puisque le rendement, effectivement, en acide gras sur les dérivés de plantes est bien plus important
que sur de l'huile de colza. Et donc, tout ça pour illustrer le fait que la nécessité de réfléchir sur les deux sujets est vraiment très importante. Voilà en première approche. Je ne sais pas, Antoine, si tu veux Oui. réagir à ce premier constat purement à chaud et personnel. Merci beaucoup, Alexandre. C'est extrêmement dense, extrêmement riche. C'est remarquable de voir que, quelle que soit l'entreprise à laquelle on appartient, les initiatives personnelles peuvent être fortes. Et juste avant de te passer la parole, je repasse le message qu'avait fait Amanda. Si vous avez agi vous-même, ceux qui nous voient, pour la biodiversité dans notre entreprise, manifestez-vous. Le plus important, et ce que l'on voit, c'est les initiatives personnelles qui, petit à petit, peuvent faire évoluer une entreprise, quel que soit son statut. Alors, comme il nous reste une dizaine de minutes, on va faire deux choses. D'abord, dans les questions qu'il y a eu et les réactions, il y a eu une remarque à 10h33 avec les questions sur IPBES où on va laisser Antoine répondre et puis réagir un petit peu. Et après, sur les 5 dernières minutes, revenir sur ta présentation, Alexandre, qui est extrêmement riche sur le nombre d'initiatives, sur la démarche que tu as eue pour pouvoir mettre tout ça en place au sein d'une entreprise comme Pierre Fabre. S'il y a eu des difficultés, comment tu as pu les surmonter? Alors, on laisse déjà passer la parole à Antoine pour la question qu'il y a eu sur Bon, l'espèce. donc un point qui est important, effectivement. Donc, il y a pas mal de réactions sur le chat. Vraiment, ne soyez pas incrédules face aux chiffres que la communauté scientifique partage. Je le disais tout à l'heure, c'est tout à fait sérieux, documenté, tout à fait universel, l'IPBES. Je le disais, c'est le GIEC pour la biodiversité. C'est des milliers de chercheurs qui, à travers le monde entier, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur contraintes, leur vision du monde, peut-être leur attachement politique, etc., ont de manière pragmatique regardé la situation. Moi, ce que je vous propose de retenir, c'est que on connaît aujourd'hui 2 millions d'espèces. On a mis un nom sur 2 millions d'espèces. On documente l'écologie d'environ 178 000, 180 000 espèces. Donc, vous voyez, disons qu'il y en a 200 000 qu'on connaît convenablement. On a mis un nom sur 2 millions. Il y aurait 10 à 20 millions d'espèces. Et quand l'IPBES vous dit qu'1 million d'espèces risquent de disparaître dans les 10 prochaines années, bah, c'est effectivement quelque chose que l'on constate, c'est quelque chose qui est observé tant sur le suivi des espèces les plus en danger, typiquement les travaux qui sont faits par 14 000 chercheurs qui sont membres de la communauté de l'Union internationale de la conservation de la nature, l'IUCN internationale, relayée en France par l'IUCN France, que vous pouvez rejoindre également si ça vous intéresse. Et parallèlement, des travaux comme ceux du muséum, par exemple, sur les oiseaux communs ou sur les insectes, qui montrent qu'on a des chutes de population gigantesques. Donc l'espèce, aujourd'hui, n'est pas encore menacée, mais la densité des populations est véritablement en train de s'effondrer. Et ça a d'ores et déjà des conséquences, typiquement sur les insectes, sur la pollinisation, notamment, par exemple, auprès des exploitations de fruitières ou autres. Donc, vraiment, voilà, ces chiffres-là, chacun peut avoir sa position, chacun peut être plus ou moins sensible à la disparition du tigre ou d'une girafe ou je ne sais quoi. Soyez conscients qu'en fait, cette lame de fond qui est en train de se dérouler sous nos yeux, sans qu'elle soit véritablement cernée, aura des conséquences extrêmement importantes à court terme. Alors, voilà, Alexandre vous a montré, enfin, je voulais rebondir là-dessus, elle vous a montré en fait le cheminement à la fois d'une personne et en même temps d'une structure, d'une entreprise. Et vous avez vu que ça a commencé par de l'utilisation durable de ressources, par du mécénat, par des travaux de formation. Aujourd'hui, on parlerait de fresques, on parlerait de jachères fleuries autour de l'usine, etc. Bon, ça, c'est bien sympathique. Mais ce qui vous a montré dans ces deux dernières slides, c'est qu'aujourd'hui, de la même façon qu'on réalise un bilan carbone, on peut réaliser un bilan biodiversité. Pierre Fabre, il y a quelques années, il y a 2 ans, l'entreprise faisait partie des 25 entreprises premières au monde à avoir fait cet exercice. Aujourd'hui, il y en a plus de 70 multinationales qui réalisent leur empreinte biodiversité et qui, immédiatement dans la foulée, construisent des stratégies de réduction de leur impact. Puis, comme certaines, Schneider Electric pour ne pas les nommer, réalisent un nouveau bilan biodiversité pour scorer, pour objectiver véritablement l'efficacité de leur stratégie. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un bilan biodiversité,
réalisé avec le GBS. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de regarder. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vraiment un outil qui vous permet. Déjà, c'est un outil qui s'appuie sur une métrique synthétique, comme la tonne équivalent CO2 et MSA km², qui exprime le niveau d'intégrité d'un écosystème, quel qu'il soit, avec un postulat. Donc, ça prête à discussion encore aujourd'hui, même si la communauté scientifique, là encore, s'accorde à dire que c'est la métrique la plus robuste aujourd'hui qui existe pour exprimer ce niveau d'intégrité. Un postulat simple, c'est que plus il y a d'espèces et plus il y a d'individus par espèce sur une maille donnée, encore une fois, quel que soit l'écosystème sous-jacent, mieux l'écosystème se porte. Voilà. Ça, c'est la métrique. Une approche par scope que vous connaissez bien, scope 1, 2, 3, amont, aval, etc. Même approche que le bilan carbone, ce qui permet aux acteurs économiques de réutiliser à la fois une partie des données récoltées pour les bilans carbone et en même temps le pipe de récolte de ces données. Et un process progressif qui permet, au fur et à mesure que ces données s'affinent, d'affiner le bilan biodiversité lui-même en travaillant sur de la donnée financière, puis sur de la donnée de conso, etc., pour aller jusqu'à la maille la plus fine. Alors, pourquoi le faire? Comme je le disais tout à l'heure, pour mesurer ses impacts de dépendance, pour embarquer l'ensemble de sa chaîne de valeur, pour pouvoir véritablement, et vous allez le voir, je vais assez vite, très concrètement, sur cette diapositive-là, pouvoir découper avec précision l'impact de votre entreprise, de votre portefeuille investisseur, selon les différentes pressions, sur du statique et du dynamique. Le statique, je dirais, c'est l'ardoise de l'entreprise depuis qu'elle existe. Pour celles qui n'ont pas plus de 100 ans, disons, parce qu'on est parti évidemment sur un seuil temporel qui correspond globalement au début de la révolution industrielle, donc il y a 130 ans, à grosse maille. Et puis, cela permet également d'objectiver en fait votre démarche de réduction d'empreinte et d'aller rechercher un gain net, d'aller rechercher des actions positives, sans se masquer la réalité, avec pragmatisme, et donc avec aussi cette relation entre la perte de biodiversité et le coût du changement, de l'évolution, de la transition, et à terme, de l'amortissement de cette empreinte biodiversité. Vous l'avez remarqué, je n'ai pas employé le terme de compensation, puisqu'évidemment, au fur et à mesure que les outils naissent et se développent pour mesurer l'impact biodiversité, la question nous est posée. Voilà, peut-on à un moment continuer à détruire la biodiversité et puis finalement s'acheter des doléances en allant acheter de la compensation? Donc ce n'est pas le chemin qui est aujourd'hui porté par la plupart d'entre nous. On est d'abord sur la réduction de l'impact, mais il faut être conscient, notamment parce que vous vous rappelez de la diapositive tout à l'heure, il va falloir rentrer dans une démarche de régénération, dans une démarche de restauration de la biodiversité. Il faut être conscient que l'ensemble de nos modèles économiques, qu'ils soient plus ou moins directement concernés, impactant la biodiversité, devront contribuer, notamment financièrement, à sa restauration. Voilà, donc ces outils existent. Soyez sereins sur le fait que aujourd'hui, on va pouvoir les décliner, quel que soit le secteur d'activité, qu'ils vous permettront d'aligner, de vous préparer à l'arrivée de nouvelles réglementations, qui vous permettront de discuter avec des investisseurs ou à des investisseurs d'enrichir un dialogue actionnarial avec les entreprises détenues en portefeuille, et que c'est cette démarche qui aujourd'hui permet véritablement d'adresser la question de la biodiversité au juste niveau, en tout cas au niveau auquel on doit pouvoir l'adresser si l'on veut pouvoir avoir une petite chance à court et moyen terme. Eh ben, merci beaucoup, Antoine, pour toutes ces précisions par rapport à ce qu'il y avait. Alors, malheureusement, le temps a sacrément tourné puisqu'on est presque au bout. Alors, ce que je disais, Alexandre, parce que ce que tu as pu montrer, c'est qu'au sein d'une entreprise comme Pierre Fabre, beaucoup de choses peuvent être mises en place. Et c'est vraiment le cœur de la chose. C'est extrêmement inspirant. Quelle que soit l'entreprise où vous êtes, vous avez la possibilité d'agir, quel que soit l'état dans lequel elle est, vis-à-vis des actions au niveau de l'environnement, vous avez la possibilité de la transformer. C'est ce qui est le plus important. Donc finalement, pour le mot de la fin, Alexandre, sans avoir pu avoir le temps de dérouler tout le parcours, comment tu as pu mener à bien toutes ces initiatives chez Pierre Fabre, quels conseils tu donnerais aux participants qui nous suivent et qui ont envie de, à leur tour, faire bouger leur entreprise?
C'est pour synthétiser, à mon avis, il y a pas de petite initiative. Toutes ont leur intérêt, effectivement. Et Antoine disait tout à l'heure, il parlait des jachères fleuries, des ruches, etc. Certes, faut pas s'arrêter là, évidemment. Par contre, ça reste des vecteurs de sensibilisation importants pour les collaborateurs, les encadrer et les embarquer, effectivement, dans des initiatives plus grandes. Et c'est ça qui est important. Après, rien ne se fait effectivement sans avoir une écoute effectivement de la direction générale d'une entreprise. Mais c'est toutes ces initiatives portées par les différents collaborateurs de manière ponctuelle et éclatée sur tous les sites qui permettront qui permettent largement de faire évoluer effectivement les entreprises, les attentes effectivement des managers. Et ça, j'y crois beaucoup effectivement sur le pouvoir en fait des petits cailloux que chacun peut aboutir et réaliser à son niveau. Eh ben, merci beaucoup, Alexandre. Comme on voit, en fait, les initiatives, même petites, entraînent de plus grosses initiatives, d'où l'importance de se connecter au niveau de l'entreprise. Lorsque vous connaissez les personnes qui partagent vos intentions, ben, ensemble, vous êtes plus fort à partir d'initiatives et de construire. Donc, encore un grand merci à ceux qui ont participé, à ceux qui nous ont suivis. Et puis, comme vous l'a remis en lien Florian, on vous remercie de pouvoir prendre quelques temps pour donner votre avis en répondant au sondage, de façon à ce que, webinaire après webinaire, nous améliorons encore le message qui vous est passé. Encore un grand merci à chacun d'entre vous et puis à très bientôt sur un prochain événement.